Dans la 7e vidéo, nous avons approfondi nos connaissances sur les 4 différentes formes de représentation d'un objet. À ce stade-ci, vous devriez être en mesure de représenter adéquatement les objets en perspective, d'en réaliser la projection oblique, la projection axonométrique et la projection à vue multiple. Au cours de cette 8e capsule, nous prendrons connaissance des renseignements fournis dans les schémas de principe et de construction. D'abord, le schéma de construction. Le schéma de construction est un type de dessin technique qui fournit des renseignements quant à la façon dont les pièces sont reliées entre elles. On y retrouve aussi des renseignements quant au rôle des pièces qui composent l'objet. Par exemple, à partir du schéma, on comprend que la lame supérieure et la lame inférieure de la paire de ciseaux sont reliées par l'intermédiaire d'une pièce nommée pivot. Ce symbole lié au pivot indique que son rôle est de permettre la rotation des lames autour de lui. En d'autres mots, le pivot a pour fonction de guider le mouvement en rotation des lames. On trouve aussi dans ce schéma 2 autres symboles identiques. Ces symboles, centrés à la jonction des lames et des poignées, signifient que celles-ci sont liées de sorte à ce qu'aucun mouvement ne soit possible entre les lames et les poignées. C'est ce qu'on appelle une liaison complète. Enfin, le schéma de construction nous renseigne sur les matériaux dans lesquels seront fabriquées chacune des pièces qui composent l'objet grâce à un code graphique expliqué dans une légende. Par exemple, ici, la légende indique que les pièces illustrées remplies d'un motif en point sont faites d'acier. C'est le cas des lames supérieures et inférieures, ainsi que du pivot. La légende indique également que les pièces illustrées, remplies d'un motif en hachure, sont faites de plastique. C'est le cas des poignées supérieures et inférieures. Étudions maintenant le schéma de principe et les renseignements qu'il fournit. Le schéma de principe est un type de dessin technique qui fournit des renseignements sur le fonctionnement de l'objet. On y indique le mouvement possible de chacune des pièces qui composeront l'objet. On y indique également les endroits où l'application d'une force sera nécessaire pour déclencher le mouvement des pièces. Par exemple, à partir du schéma, on comprend de ces symboles que la lame supérieure et la lame inférieure de la paire de ciseaux peuvent effectuer un mouvement de rotation bidirectionnel, c'est-à-dire dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire. On trouve aussi dans ce schéma 2 autres symboles identiques. Ces symboles indiquent les endroits où il est nécessaire d'appliquer une force pour produire le mouvement. Ainsi, appliquer une force de compression sur les poignées supérieures et inférieures entraîne un mouvement en rotation des lames autour du pivot. À ce stade-ci, vous devriez être en mesure de distinguer les renseignements fournis dans un schéma de construction et ceux fournis dans un schéma de principe. Je vous suggère d'approfondir vos connaissances portant sur les schémas de construction et les schémas de principe. D'abord, le schéma de construction.
Le schéma de construction est une forme de dessin technique qui indique la façon de construire un objet et qui précise les matériaux utilisés et les liaisons qui unissent les pièces. La vue de face d'une projection à vue multiple de l'objet est généralement utilisée car c'est cette vue qui fournit le maximum de détails sur l'objet. Dans certains contextes, plusieurs vues sont utilisées pour rendre accessibles tous les renseignements qui ont trait aux matériaux utilisés et aux liaisons qui unissent les pièces. Toutes les pièces composant l'objet technique sont identifiées. Les matériaux dans lesquels sont faites les pièces y sont précisés. Chaque pièce composant l'objet est représentée à l'échelle et ses dimensions sont précisées dans certains cas. Les liaisons entre les pièces sont indiquées. Dans les schémas de principe et les schémas de construction, on utilise des symboles normalisés pour indiquer de 1. Les types de forces et les types de mouvements dans les schémas de principe et de 2. Les types de liaisons entre les pièces qui composent l'objet dans un schéma de construction. Puisque nous approfondissons nos connaissances sur les schémas de construction, restreignons-nous présentement aux symboles normalisés qui peuvent se trouver dans un schéma de construction. Ces symboles indiquent les types de liaisons possibles entre deux pièces qui composent un objet. Un symbole de base se retrouve dans chacun de ces symboles. Il s'agit du symbole formé par une ligne longue tracée entre deux lignes de longueur moyenne et d'une ligne courte perpendiculaire à la ligne de longueur moyenne inférieure. Ce symbole signifie qu'une pièce qui compose l'objet guide le mouvement combiné de rotation et de translation d'une autre pièce de l'objet. Lorsqu'une pièce qui compose l'objet guide le mouvement en rotation d'une autre pièce de l'objet, on attribue le symbole suivant. Deux lignes courtes ont été ajoutées vers l'extrémité de la longue ligne au symbole de base. Lorsqu'une pièce qui compose l'objet guide le mouvement en translation d'une autre pièce de l'objet, on lui attribue le symbole suivant. Une ligne de longueur moyenne traversant diagonalement le symbole de base a été ajoutée. Lorsqu'aucun mouvement n'est possible entre deux pièces qui composent l'objet, une croix est tracée à la jonction des deux pièces. Cela signifie que la liaison est totale et que les pièces sont fixées complètement l'une à l'autre. Observons le schéma de construction suivant. Ce symbole-ci est-il un symbole normalisé indiquant un type de liaison? Tout à fait. Le symbole signifie que le mouvement de la poignée de l'équerre combinée est guidé en translation par la rainure qui se situe au centre de la règle. Ce symbole-ci est-il un symbole normalisé indiquant un type de liaison? Pas du tout. Ce symbole représente un mécanisme de vis et écrou. Ci-bas, vous pouvez observer ce qu'une vis et un écrou. Les filets qui entourent la vis et ceux qui se trouvent à l'intérieur de l'écrou guident néanmoins un mouvement hélicoïdal de l'écrou par rapport à la vis.
Certes, lorsqu'on fait tourner l'écrou autour de la vis, l'écrou se déplace le long de la vis. Le mouvement combiné de rotation et de translation de l'écrou est dit hélicoïdal. Analysons maintenant les renseignements fournis dans les schémas de principe. Un schéma de principe est une représentation simplifiée d'un objet technique qui sert à expliquer les forces et les mouvements en jeu dans le fonctionnement de l'objet. La vue de face d'une projection à vue multiple de l'objet est généralement utilisée car c'est cette vue qui fournit le maximum de détails sur l'objet. Dans certains contextes, plusieurs vues sont utilisées pour rendre accessibles tous les renseignements qui ont trait au mouvement possible des pièces et aux endroits où l'application d'une force est requise. Toutes les pièces composant l'objet technique sont identifiées. Les mouvements effectués par les pièces sont précisés. Les endroits où l'application d'une force est requise sont indiqués. Dans un schéma de principe, on indique les mouvements effectués et les forces en action en utilisant des symboles normalisés. À titre informatif, le schéma de principe n'a pas à être fait à l'échelle. Il existe 5 symboles normalisés pour représenter les types de forces. D'abord, le symbole normalisé représentant une force de flexion. La force de flexion tend à plier un objet. Il est formé d'une grande flèche évidée dont la pointe indique l'endroit où la force de flexion est appliquée. 2 plus petites flèches évidées dont le sens s'oppose à la grande flèche évidée représentent les forces contraires appliquées sur l'objet qui causent sa déformation temporaire. Ensuite, le symbole normalisé représentant une force de tension. La force de tension ou traction tend à étirer un objet ou à éloigner 2 objets. Il est formé de 2 grandes flèches évidées de sens opposé dont la queue indique l'endroit où la force de tension est appliquée. Ensuite, le symbole normalisé représentant une force de compression. La force de compression tend à comprimer un objet ou à rapprocher 2 objets. Il est formé de 2 grandes flèches évidées de sens opposé, dont la pointe indique l'endroit où la force de compression est appliquée. Ensuite, le symbole normalisé représentant une force de cisaillement. La force de cisaillement tend à couper ou à déchirer un objet. Il est formé de 2 demi-grandes flèches évidées de sens opposé, dont la pointe indique l'endroit où la force de cisaillement est appliquée. Enfin, le symbole normalisé représentant une force de torsion. La force de torsion tend à tordre un objet. Il est formé de 2 grandes flèches courbes évidées, dont le sens indique le sens dans lequel la force de torsion est appliquée. Prenons maintenant connaissance des 5 symboles normalisés pour représenter les types de mouvements. D'abord, le symbole normalisé représentant un mouvement en translation unidirectionnelle. La translation unidirectionnelle est un mouvement en trajectoire rectiligne s'opérant dans un seul sens. Ensuite,
le symbole normalisé représentant un mouvement en translation bidirectionnelle. La translation bidirectionnelle est un mouvement en trajectoire rectiligne s'opérant dans les deux sens. Ensuite, le symbole normalisé représentant un mouvement en rotation unidirectionnelle. La rotation unidirectionnelle est un mouvement en trajectoire circulaire s'opérant dans un seul sens. Ensuite, le symbole normalisé représentant un mouvement en rotation bidirectionnelle. La rotation bidirectionnelle est un mouvement en trajectoire circulaire s'opérant dans les deux sens. Enfin, le symbole normalisé représentant un mouvement hélicoïdal bidirectionnel. Un mouvement hélicoïdal bidirectionnel décrit une trajectoire en hélice s'opérant dans les deux sens. Le mouvement hélicoïdal bidirectionnel est en fait la combinaison d'un mouvement en translation et d'un mouvement en rotation bidirectionnelle. Observe attentivement le schéma de principe d'une équerre combinée suivant. Rappelons-nous que la vue de face d'une projection à vue multiple de l'objet est généralement utilisée car c'est cette vue qui fournit le maximum de détails sur l'objet. Néanmoins, dans certains contextes, comme dans celui-ci, plusieurs vues sont utilisées pour rendre accessibles tous les renseignements qui ont trait au mouvement possible des pièces et aux endroits où l'application d'une force est requise. Dans la vue de face, nous comprenons qu'il est possible de faire glisser le long de la règle la poignée de l'équerre combinée en appliquant une force de compression sur celle-ci. Dans la vue de droite, nous comprenons qu'il est possible d'élever et d'abaisser la règle liée au bridge de serrage et positionnée dans la rainure de la poignée de l'équerre combinée. Pour maintenir la règle dans la rainure de la poignée de l'équerre combinée, il faut donc immobiliser le bridge de serrage à l'aide d'un écrou. En appliquant une force de torsion sur l'écrou, on entraîne l'écrou dans un mouvement hélicoïdal jusqu'à ce que celui-ci entre en contact avec la poignée de l'équerre combinée. Lorsque l'écrou est en contact avec la poignée de l'équerre combinée, le mouvement en translation du bridge de serrage devient impossible. Ceci met fin à la 8e capsule au cours de laquelle nous avons pris connaissance des renseignements fournis dans les schémas de construction et de principe. Il s'agit également de la dernière capsule portant sur l'interprétation des plans d'un objet technique. Au cours des 8 dernières capsules, nous avons abordé les éléments que l'on retrouve dans les dessins techniques, les différentes formes de représentation des objets techniques et les éléments que l'on retrouve dans les différents schémas d'objets techniques. Il me fera plaisir de continuer d'explorer avec vous d'autres connaissances essentielles à la création d'un objet technique dans une autre série de capsules vidéo. Bonne journée!